Cameroun 2-1 face au Mali, petite victoire mais précieuse des Camerounaises qui a mis du temps à se dessiner. Les Camerounaises qui ont même été menées par les Maliennes sur un but de Aïssata, et par la suite elles se sont révélées. Les joueuses de Joseph Doko sont donc imposées. 2 minutes ont suffi à Tcheno et puis à Joya pour faire la différence. Voilà le Cameroun qui passe donc en tête de ce groupe A, suivi du Ghana qui compte le même nombre de points, mais une différence supérieure pour les Camerounaises qui ont inscrit 2 buts. En troisième position, c'est l'Algérie, et puis quatrième, le Mali qui n'a pas démérité, même s'il a fait une moins bonne fin de rencontre. Il avait pourtant montré de bien belles choses en début de deuxième mi-temps, et par la suite il a plutôt regardé jouer le Cameroun, ou alors il s'est fait dominer par le Cameroun. En tout cas, plus d'expérience, plus de maturité chez les Camerounaises, sur lesquelles il faudra à nouveau compter dans cette compétition. Alors on récupère du côté malien parce que la suite elle viendra très très vite dès mardi avec l'affrontement face au pays hôte, le Ghana, qui lui visera ni plus ni moins que la qualification à l'occasion de cette deuxième journée. Puisqu'en cas de victoire il se placerait bien pour l'emporter, et puis le Cameroun lui en découdra avec l'Algérie. Ce sera un peu plus tard, mardi donc 20 novembre. Ce qui est de ce groupe A. Et puis pour le groupe B, ce sera dès demain du côté de Cap Coast, avec Nigeria, Afrique du Sud, suivi de Zambie, Guinée équatoriale. Les statistiques et puis les meilleurs moments de cette rencontre qui a mis du temps à se dessiner. La première frappe de balle, c'est signé Kouaté. C'était les Maliennes qui sont mises les premières en action, et puis les Camerounaises qui ont essayé elles aussi de pousser, mais qui sont contrées ici, alors qu'il y a eu un beau mouvement entre Joya et sa coéquipière Gondombouk. On revoit la petite talonnade, belle inspiration de Joya, et malheureusement Gondombouk ne maîtrise pas bien son action. Mefome Leko qui est contré en attaque, et les Maliennes qui repartent en contre. Bassira qui sème Awona au passage et qui sert remarquablement Aïssata pour le 1-0. Le Mali qui mène, les Aiglones qui sont devant. Et une joie tout à fait légitime de la part des Maliennes, qui ouvrent donc le score sur ce remarquable contre et le but de Aïssata. Et la réaction camerounaise ne va pas se faire attendre. Le contre favorable sur ce contre, sur cette action, signé Tcheno Mefometou. Le corner était de Ongene. Mefometou, une première tête, elle a bien suivi son action et elle a bien fait, puisque c'est elle qui trompe la gardienne ghanéenne Konaté Adoudou. Et 2 minutes plus tard, les Camerounaises encore à l'attaque avec Ongene, cette fois-ci passeuse encore une fois pour Joya, qui a bien suivi l'action et qui du bout du pied marque le deuxième but, le but de la victoire camerounaise. On revoit sous un autre angle le centre qui est légèrement dévié par une défenseuse malienne, et qui est bien repris par Joya qui avait suivi. Voilà donc la victoire du Cameroun face au Mali. Voilà le programme à suivre. Le Cameroun en tête, suivi du Ghana. Meilleure différence pour le Cameroun. L'Algérie est troisième et le Mali qui ferme la marche. Prochaine journée dans ce groupe, on vous l'a dit, mardi prochain. Ghana-Mali, suivi de Cameroun-Algérie. Voilà, on a été content de vivre cette journée avec vous. On se quitte sur ces images. À très vite pour la suite de la CAN féminine totale. Bonne soirée.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. Encore du soutien pour le bloc progressiste. La table ronde des bâtisseurs fait son adhésion. Un congrès extraordinaire a eu lieu à cet effet ce samedi. 11e conférence des ministres en charge de la fonction publique. L'Observatoire des fonctions publiques africaines relance ses activités, le maintien de l'ordre et de la paix dans les pays africains. Face à face, gouvernement, artisans et entrepreneurs du secteur du bois, la rencontre vise à booster la filière pour la création d'emplois et la protection de l'environnement. Merci et bienvenue à cette édition. La table ronde des bâtisseurs TRB de Léon Katari rejoint le bloc progressiste, fidèle aux tests fondamentaux du parti. Les membres du bureau politique ont tenu ce samedi à Bomé-Calavi leur congrès ordinaire. Ensemble, ils ont affirmé leur adhésion au système partisan et à la charte des partis politiques. Gilles Danso, Michel Aoué. La tenue de ce congrès ordinaire répond aux exigences du parti Table Ronde des Bâtisseurs, créé en septembre 2015. Un parti politique qui œuvre pour le bien-être des Béninois au plan économique, social et politique. La Table Ronde adhère ainsi aux réformes du système partisan et s'engage derrière le président Patrice Talon pour la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Le comité d'organisation part de constat. Depuis avril 2016, non seulement il y a cette volonté politique au sommet de l'État, mais cette volonté politique est renforcée par l'audace, le courage, l'engagement, le savoir et le savoir-faire. Qui peut dire mieux? C'est vrai, les réformes sont un peu difficiles, c'est difficile. Et c'est difficile pour tous les pays, c'est comme ça que ça se passe. Mais dès qu'on les supporte, les lendemains chantent. Des motions de félicitations à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit des députés de la majorité présidentielle ont été les autres temps forts de ce congrès qui a réuni les militants venus de tous les départements du Bénin. Et le président lance cet appel. Maintenant que le chemin est balisé, il ne nous reste à la TRB, comme beaucoup d'autres partis l'ont fait déjà, qu'à prendre l'historique décision de fusion de notre parti dans le grand bloc progressiste, qui est le plus grand bloc de par le nombre de partis et de mouvements politiques, à savoir près d'une quarantaine de partis et alliances de partis, d'une trentaine de députés, 17 ministres, près de 34 maires. Notre peuple ne mérite pas le sort que la classe politique lui a fait subir pendant des décennies. Levons-nous comme un seul homme pour soutenir le chef de l'État dans sa volonté et son engagement de changer positivement les conditions de vie précaires du plus grand nombre. Le président Talon est fortement inspiré par le Tout-Puissant pour véritablement réformer notre pays, pour amener notre pays vers les grands pays à grande démocratie. Une décision d'adhésion au bloc progressiste présentée ici par le président d'honneur de la table ronde des bâtisseurs. Le mandat, les responsables du bureau politique, du parti, la table ronde des bâtisseurs du Bénin, pour la mise en œuvre diligente de la présente décision qui prend effet à partir de sa déclaration officielle que je suis en train de faire. La table ronde des bâtisseurs de Léon Katari descend ainsi dans la barque des progressistes. Le mouvement Jeunesse au service du développement MJSD d'Aklankba fait officiellement son adhésion au Moël Bénin. Le mariage entre les deux formations politiques a eu lieu à Aklankba dans le département des Collines. Les précisions dans ce reportage signé Jérôme Mouba. Le mouvement Jeunesse au service du développement MJSD regroupe tous les jeunes d'Aklankba qui œuvrent pour la défense de leurs droits et devoirs. Le rapprochement avec le Moël Bénin est parti d'un constat. La route qui dessert Aklankba à Glazoué est dans un état de dégradation totale et que nous voudrions qu'ils viennent au secours d'Aklankba.
Et promptement, il a répondu et il nous a appelé. Il a dit le 23 septembre, je vais descendre moi-même pour voir la situation que nous sommes en train de décrire. S'il y a des gens comme celui-là dans ce pays, pourquoi ne pas le suivre? J'annonce par ce fait à toute la population d'Aklankpa que la route Glazoué à Aklankpa va démarrer à la fin de ce mois de novembre 2018. Les émissaires du Moël Bénin ont reçu l'adhésion tout en expliquant la vision de leur mouvement aux nouveaux venus. Au nom du président Jacques Kayadji, nous recevons votre déclaration d'adhésion à Moël Bénin et nous vous félicitons pour cet engagement que vous avez pris. Nous vous demandons de travailler à expliquer aux parents les nouvelles approches politiques qu'il y a aujourd'hui. Nous, à Moël Bénin, nous sommes contre la corruption électorale. Et même si on en a, ce n'est pas de cette façon qu'il faut dépenser. Le problème de Moël Bénin, c'est créer la richesse pour que chaque individu vive mieux. Et non se faire nommer, détourner de l'argent à la veille des élections, venir distribuer, jeter des billets de banque, votez pour nous, rendez-vous dans 5 ans. Moël Bénin n'est pas dans ça. Nous voudrions profiter pour sensibiliser la population, pour demander à toute la population d'Aklankpa et celle des collines à soutenir le gouvernement, à soutenir le programme d'action du gouvernement. Par ailleurs, c'est promis que les autres préoccupations d'Aklankpa vont être étudiées à Moël Bénin. 3 membres du gouvernement, c'était ce jeudi, au Parlement pour défendre le budget donc, de leurs différentes institutions. C'était donc devant la commission budgétaire au Parlement et on retient globalement que le ministère du Plan, par exemple, souhaiterait avoir plus de 14 milliards pour 2019, tandis que celui de l'économie numérique propose plus de 25 milliards de francs CFA. Guillaume Avienon. Le ministère en charge du plan et du développement demande pour 2019 un budget de 14,2 milliards de francs CFA. De l'argent qui va entre autres servir à financer le fonctionnement de l'institution, mais surtout à organiser la planification et le suivi des projets et programmes du gouvernement, puis à aider à la recherche et à la mobilisation de ressources pour le financement des 10 projets et programmes. Pour 2019, nous aurons essentiellement 6 projets dont vous le savez très bien, le projet le plus connu aujourd'hui du ministère, le projet Bénin Taxi. Nous avons fait également aux députés l'état d'exécution du budget 2018 au 30 septembre 2018 qui montre qu'effectivement ce PIP de 2018 a été exécuté à hauteur de 60% environ, aussi bien en exécution physique qu'en exécution financière. Tout cela devrait permettre d'atteindre les objectifs poursuivis par l'exécutif dans les secteurs de l'éducation et du transport, pour ne citer que ceux-ci. En 2019, le budget du ministère de la fonction publique, lui, devrait connaître une réduction de plus d'1,5 milliard, passant de 8,8 milliards en 2018 à 7,2 milliards de francs CFA environ en 2019, du fait de la réduction de la taille du portefeuille ministériel. Un budget qui devrait servir principalement à financer la réforme de l'organisation des concours de recrutement dans la fonction publique. Désormais, le seul critère de réussite au dit concours étant le mérite selon les autorités de l'institution. Au jour d'aujourd'hui, le seul critère de réussite au concours organisé par la fonction publique, c'est le mérite. Comme je l'ai dit aux députés, c'est d'ailleurs le système qui procède au classement compte tenu des notes. Et nous nous arrêtons à l'effectif que nous voulons recruter. Donc, il ne faut pas que les agents, je dirais, il ne faut pas que les citoyens condamnent leurs parents, ministres, députés, les DG qui ne leur trouvent pas de place à la fonction publique. Désormais, nous sommes écartés de l'organisation des concours frauduleux. Vous travaillez, peu importe que vous soyez un enfant de riches, de pauvres, d'industriels, de paysans, d'analphabètes ou d'intellectuels, vous travaillez, vous réussissez. C'est le seul critère désormais.
Une attention particulière va être accordée à l'informatisation du processus. Parlant justement d'informatisation, le ministère de l'économie numérique et de la communication entend renforcer en 2019 celle de l'administration publique du pays appelée à se moderniser. Mais 2019 devrait surtout marquer la matérialisation du passage du Bénin de l'analogique au numérique grâce à la TNT, la télévision numérique terrestre. Le budget de l'institution va connaître un accroissement à hauteur de 17% comparé à celui de 2018, passant alors à 25,7 milliards de francs CFA environ. 2019 va voir la réalisation de la TNT se concrétiser et nous allons également renforcer le réseau en fibre optique. Comme vous le savez, cette année 2018 a connu en fait la réhabilitation de notre dorsale nationale, notre backbone en fibre optique et la construction d'un certain nombre de boucles métropolitaines. Donc en 2019, nous allons renforcer, densifier ce réseau par la création de boucles complémentaires et de l'augmentation des capacités. Et nous allons également prendre en charge les 10 communes restantes qui ne sont pas aujourd'hui interconnectées à notre réseau dans la partie ouest de notre pays. Et donc le projet Boucle Ouest va également se mettre en œuvre pour 2019. La ministre salue alors l'intérêt des députés pour le développement du secteur de l'économie numérique et leur soutien au budget présenté. L'assurance pour le renforcement du capital humain est l'une des mesures importantes du gouvernement pour soulager la population. Le processus de sa mise en œuvre est complètement à son terme avec le cadre institutionnel qui est fixé. Mais quelles sont les implications de cette mesure? La réponse dans cet élément signé Jean-Claude James et Igor Ayoso. Janvier 2019. Les premiers citoyens concernés pourront bénéficier des services de l'assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE. Grâce au Conseil des ministres du 6 novembre, un grand pas vient d'être franchi. L'ARCHE est un projet qui est prévu pour être mis en place sur une durée de 5 ans, mais les autorités viennent de prendre les tests techniques pouvant permettre un démarrage des activités de l'ARCHE. L'ARCHE, un ensemble de 4 services qui s'adressent à tous les Béninois. Seulement une phase pilote s'impose et met l'accent sur les plus démunis. C'est un paquet de 4 services que sont l'assurance maladie, la formation, le crédit et l'assurance retraite. Pour la phase pilote qui pourra démarrer très prochainement suite à la décision du gouvernement, nous allons mettre l'accent sur le volet assurance maladie. Et dans ce cadre, le gouvernement a autorisé la prise en charge de près de 350 000 Béninois identifiés comme pauvres extrêmes. Et pour la phase pilote, nous aurons à offrir une assurance maladie complète allant des prises en charge, des consultations, des soins jusqu'aux médicaments pour ces populations défavorisées. Ces premiers bénéficiaires auront droit à une carte d'identité biométrique RAVIP pour laquelle le gouvernement s'est engagé, le sésame obligatoire pour accéder à l'ARCHE. Qu'en est-il alors des autres phases? Les autres phases vont démarrer très rapidement, et puisque parallèlement à la phase de l'assurance maladie, nous testons déjà également les aspects sur le crédit qui pourrait démarrer. Et il y a un travail qui se fait dans le monde des artisans pour les rendre disponibles afin de pouvoir bénéficier des formations prévues dans le cadre du programme ARCHE. Tout irait très vite dès que nous aurons lancé cette phase pilote sur le volet assurance maladie, qui au passage, je dois rappeler, est le cœur du dispositif. Tout commence par l'assurance maladie. Et donc pour aller à la formation, on va vous demander également de disposer de votre assurance maladie. Et vous comprenez pourquoi on veut tester le premier volet qui est l'assurance maladie du projet ARCHE. Les 10 millions de Béninois rangés en 3 catégories sont les bienvenus au guichet de l'assurance maladie. Nous avons en gros 3 grandes catégories de personnes en matière d'assurance maladie. Nous avons environ 2,4 millions
de Béninois pauvres extrêmes qui ne pourront pas se payer les services d'assurance maladie pour lesquels l'État s'est engagé d'offrir l'assurance maladie gratuitement. Nous avons environ 1,8 million de Béninois qui ne sont pas des pauvres extrêmes, mais qui sont quand même des pauvres, pour lesquels l'État a prévu une assistance en termes de subvention pour leur prime d'assurance afin de leur faciliter l'accès aux soins de santé. Et il y a le reste de la population, des gens comme vous et moi qui avons un peu de moyens, qui pourront s'offrir par eux-mêmes leur service d'assurance maladie. Mais nous avons les fonctionnaires qui bénéficieront de l'assistance de l'État pour leur assurance maladie, les employés du secteur privé qui également bénéficieront du soutien de leurs patrons pour accéder aux services d'assurance maladie et les riches commerçants, les artisans qui en ont les moyens pourront s'offrir eux-mêmes l'assurance maladie. En somme, quand aller à l'hôpital en cas de maladie devient un réflexe, le règne de l'automédication prend fin, ceci grâce à la mesure gouvernementale appelée ARCHE. Revue du secteur de l'énergie exercice 2017. Les acteurs du secteur se sont retrouvés à Cotonou. Il a été question pour eux de faire un état des lieux du secteur de l'énergie au Bénin, mais également de formuler des recommandations. Ariane da Silva, Évariste Zeman. Plusieurs recommandations sont issues des travaux de la revue du secteur de l'énergie exercice 2017. On a souhaité que le mécanisme d'anticipation du paiement des factures de l'administration centrale à la SBE soit rendu effectif. Parce qu'aujourd'hui, il y a un mécanisme en place, mais qui ne fonctionne pas. Ensuite, il y a une recommandation concernant l'accélération de l'appurement des dettes de la SBE vis-à-vis de la communauté électrique du Bénin, la CEB. Nous avons recommandé qu'il faut mettre en place le mécanisme qui va permettre à l'arrêt de parvenir à son autonomie financière. Une comparaison entre les éléments de la revue du secteur de l'énergie exercice 2017 et ceux de 2016 révèle que plus de 3/4 des recommandations de l'année dernière ont été prises en compte. Selon le ministre de l'Énergie, des résultats concrets ont été enregistrés. Quelques indicateurs clés de performance qui ont été présentés aujourd'hui montrent que en 2 ans et demi, nous avons réalisé des performances extraordinaires, notamment sur la durée moyenne du coupure qui est passée en 2015 de 75 heures à 17 heures maintenant, soit une division par 4, et le temps, notamment de traitement des pannes, qui est passé de 10,6 heures en 2015 à 2,3 heures. Donc on a divisé aussi presque par 5 en l'espace de 2 ans et demi. C'est formidable. Mais je dis, le plus dur reste à faire parce que nous devons travailler sur l'ensemble des champs, que ce soit la production, que ce soit le transport, que ce soit la distribution. Pour relever ces défis, le Bénin devrait s'engager dans une transformation révolutionnaire. Le pays essaie de passer d'un état, si vous voulez, où les structures étaient essentiellement publiques et avec des activités monopolistiques, à une structure ouverte au marché et au secteur privé. Il faut faire une transformation radicale des institutions. Et ça passe non seulement par des ressources financières adéquates, mais également par des transformations du capital humain à une échelle vraiment relativement extraordinaire. Et donc l'effort que nous faisons ensemble doit être supporté par un projet comme le nôtre de renforcement des capacités. À cette revue du secteur de l'énergie, exercice 2017, les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur soutien pour une promotion du secteur et la durabilité des actions menées. Le Bénin abrite depuis ce samedi la 11e session de la conférence des ministres en charge de la fonction publique des États membres de l'Observatoire des fonctions publiques africaines. Cette rencontre vise à relancer les activités de l'OFPA, une institution internationale dont la vocation première est de maintenir l'ordre, la paix au sein des administrations publiques. Christelle Tongodo, Ramatoulawane. Des experts des 26 pays membres de l'OFPA sont en conclave. L'Observatoire des fonctions publiques est plongé dans une léthargie depuis 4 ans. Ses membres veulent lui redonner vie à travers cette rencontre de Cotonou. Les instances supérieures de l'OFPA ne se sont plus réunies à ce jour, ce qui a plongé l'institution dans une situation d'illégalité totale. Ainsi, à défaut d'avoir les autorisations requises en temps opportun, le secrétariat exécutif a été contraint de prendre des initiatives personnelles
afin d'éviter une cessation totale des activités de l'Observatoire, ce qui aurait été préjudiciable à l'image et à la renaissance de l'institution. Fort heureusement, cette situation déplorable prend fin de façon concrète pour compter de ce jour, avec votre présence effective en ces lieux, à la suite de l'accord du gouvernement du Bénin, pays abritant le siège, d'accueillir la 11e session de la conférence des ministres de l'OFPA. Les États membres de l'OFPA nourrissent de grandes ambitions. Ils veulent faire de cet instrument un outil de redynamisation des services publics en Afrique. Je voudrais par ailleurs que vous ayez à l'esprit que la 11e session de la conférence des ministres se tient aussi à un moment où les fonctions publiques de nos différents pays sont à la croisée des chemins. Un moment où la modernisation de nos administrations publiques devient un passage obligé pour impulser le développement de nos pays, que dis-je, de l'Afrique tout entière. Plusieurs défis restent à relever par notre institution commune, l'OFPA, et chaque État membre doit apporter sa contribution à la relance effective et définitive de l'institution. Je voudrais donc compter sur vous, vous les experts, qui êtes les conseillers et bras opérationnels de vos différents ministres, pour qu'il en soit effectivement ainsi. 2 jours de travaux, 2 jours pour relever les maux qui entravent le bon fonctionnement de l'OFPA. Les conducteurs de moto sont invités à remplir les formalités en vue de l'obtention des plaques d'immatriculation. Le directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres l'a fait savoir hier au cours d'une conférence de presse à Cotonou. Gidanso, Alexis Kenom. L'immatriculation des véhicules à 2 roues, des tricycles et des quadricycles à moteur est bien réglementée en République du Bénin. Le directeur général de l'Agence nationale des transports terrestres est monté au créneau pour rappeler aux usagers de la route la nécessité de se mettre en règle pour une bonne exécution de cette mesure qui vise avant tout leur sécurité. Nous avons constaté que du 24 août, ou précisément du 27, lundi 27 août, à la date d'aujourd'hui, la campagne foraine que nous avons organisée dans les 77 communes avait donné un résultat de 117 000. Mais du 27 août 2018 à la date du 15 novembre 2018, nous avons reçu déjà plus de 127 000 dossiers. Cela veut dire que, avec l'effet de la pression, ce qu'on a eu comme résultat dépasse largement les efforts que nous avions eu à déployer dans les 77 communes de notre pays. Contrairement à ce que nous ventilons généralement, le gouvernement de la rupture est à l'écoute de sa population. Il y a des options aujourd'hui. Nous avons tenu plusieurs séances avec le ministre de l'Intérieur et le ministre Alassane Seydou, et des instructions ont été données pour que la centralisation des opérations d'immatriculation qui est observée dans notre pays de 1969 jusqu'à la date d'aujourd'hui, que cette centralisation-là, qu'on puisse opter désormais pour une décentralisation du système d'immatriculation dans les annexes départementales que nous avons aujourd'hui. Les contrevenants sont invités à se mettre en règle. Sensibiliser davantage la population pour que véritablement nous puissions avoir 0 moto non immatriculée en circulation en République du Bénin. Les uns et les autres sont conviés à se conformer à la réglementation. 2 ministres du gouvernement, José Donato, du cadre de vie, et Modeste Kérékou, des petits témoins d'entreprise, en réunion de travail avec les artisans et les responsables des petits témoins d'entreprise du secteur du bois. Une rencontre pour s'enquérir de leurs difficultés. William Tchoki. L'autorité leur avait reproché l'exploitation anarchique et abusive de la matière première qu'est le bois. Elle avait même suspendu toute exploitation forestière. Le 1er mars 2017, elle a pris des mesures régissant l'exploitation du bois d'œuvre, sa commercialisation et l'exploitation. Aujourd'hui, elle rencontre ses artisans et les responsables des petites et moyennes entreprises du secteur du bois. Elle les écoute
et prendre en compte leurs difficultés avant la mise en vigueur de nouvelles dispositions. Difficultés d'approvisionnement en teck ou mélina liées au système de vente aux enchères. 2. Difficultés d'approvisionnement en bois, essences naturelles, Afzelia, Iroko, etc. Relatives aux tracasseries forestières lors du transport de la matière et même de sa transformation en atelier. 3. Inexistence d'un complexe de scierie sur le territoire, ce qui crée d'énormes nuisances au secteur, à savoir pertes trop élevées du fait de la mise sur le marché de matières premières hors normes, inexistence de commandes par l'administration publique de mobilier fabriqué localement, donc le non-respect du quota fixé par le gouvernement. C'était une discussion à cœur ouvert avec les deux ministres du gouvernement, José Tonato du cadre de vie et Modeste Kérékou des petites et moyennes entreprises. Les deux émissaires du gouvernement ont apaisé la crainte de leur vis-à-vis. Au niveau de l'ONAP, il y a une réflexion qui se conduit, qui est supervisée par le chef de l'État lui-même pour régler de façon pérenne, durable, définitive vos problèmes. L'artisanat, monsieur le ministre, comme vous le savez, est structuré ici au Bénin. Ils ont en 8 branches, en 40 corps de métiers et en 311 métiers. Le secteur du bois est une branche à part entière et une des mieux structurées parmi les 8 branches du secteur de l'artisanat. Cette séance de travail s'est poursuivie, mais sans les hommes des médias. Une discussion de vérité pour mettre toutes les parties au même niveau d'information. Une rencontre pour sauver ces artisans tout en préservant les ressources forestières. Les avocats au barreau du Bénin ont procédé hier à la rentrée judiciaire. En 2018, les hommes en noir ont saisi l'occasion pour s'instruire et évoquer quelques difficultés rencontrées dans l'exercice de leur métier. C'était à Cotonou, en présence effective du ministre en charge de la justice et des confrères en provenance des barreaux de la sous-région, Ghislain Poguet, Francis Faton. Rentrée judiciaire précédée de 6 jours d'échange sur les temps du droit, le temps pris comme le cadre du droit. Le temps, c'est aussi un facteur de distinction du droit et la morale. Voyez-vous, il n'y a pas de prescription de la dette morale, il y a la prescription d'un droit subjectif. Il n'y a pas de prescription de l'action amorale, il y a la prescription du droit. Donc, au cœur de la définition de la discipline juridique, le temps est un élément consubstantiel du droit. Rentrée judiciaire, mais aussi occasion de plaider pour de meilleures conditions de travail. Ça fait aujourd'hui 25 ans que les premières pierres du siège de l'Ordre des avocats du Bénin ont été posées. Notre siège au palais de justice de Cotonou reste à l'état de bâtiment, reste à l'état de maçonnerie. Il n'est plus possible de travailler dans un bureau exigu de 12 mètres carrés. Ce n'est pas digne d'un ordre, ce n'est plus digne d'un pays que le barreau national soit enfermé en 12 mètres carrés et que, à la moindre intempérie, tous les documents que nous avons soient trempés. Ce n'est pas acceptable. Plaider pour de meilleures conditions de travail, mais exercer aussi son métier avec droiture et fermeté. Le premier devoir des gouvernants à la tête de l'État, c'est de procurer aux citoyens le bien-être, en assurant le développement social et économique. Le second devoir, c'est de procurer la sécurité des personnes et des biens, et particulièrement celle des personnes vulnérables. Dans le contexte socio-économique que nous vivons, caractérisé par la recrudescence d'un certain nombre de déviances sociales, la justice de notre pays doit pouvoir faire preuve de fermeté à l'égard des personnes qui portent atteinte aux personnes et aux biens, et particulièrement aux deniers de l'État. J'ai souhaité que la justice soit plus efficace. La justice, pour être ferme et efficace, ne saurait manquer de respecter les droits de la défense, les droits de l'homme. Et là-dessus, je m'emploie à obtenir et j'en donne les moyens à la justice pour qu'elle se mette à ce diapason. La pratique de la rentrée judiciaire prend sa source dans les usages du droit français. La première rentrée judiciaire a eu lieu en France en 1364.
Parmi les agrégés du Bénin récemment accueillis à l'aéroport de Cotonou figure un jeune professeur de l'Université nationale d'agriculture de Porto-Novo, Dr Abbas Atindeou, se prononce sur cette promotion. Le 19e concours d'agrégation de médecine humaine, de pharmacie, stomatologie, médecine vétérinaire et production animale, et il félicite les réformes en cours au Bénin. On l'écoute au micro de Jérôme Houbor et de Amitié Sawili. Je suis heureux avec 20 autres collègues de toutes les spécialités revenus donc au pays dans la joie. C'était un double défi, notamment pour moi en particulier. Mon université, l'Université nationale d'agriculture de Porto-Novo, est une des plus jeunes. Nous avons pris l'engagement d'aller en étant le premier candidat et d'ailleurs le seul de cette université pour affronter ces épreuves au sommet de la science et de l'enseignement supérieur. Et donc je suis aussi très heureux de devoir porter cette casquette du premier agrégé de cette université. J'ai beaucoup d'autres maîtres qui m'ont précédé dans la maîtrise de conférences. Il y a des professeurs titulaires à l'Université nationale d'agriculture et c'est bien qu'ils nous permettent à nos jeunes qui sommes très engagés dans l'évolution d'y accéder. C'est une fierté pour ma famille aussi. Je pense que le président Patrice Talon, je ne veux pas faire de la fausse modestie, c'est une chance de développement. C'est une chance pour le Bénin. Les actions du président de la République vont heurter certaines sensibilités. Nous avions un mode de vie qui était à la limite du laisser-aller, tout était dans tous les sens, et il n'y avait pas une vision, un ordre. Et lorsqu'on impose un cadre pour aller dans un sens, pour espérer le développement, ça doit être difficile de contraindre les gens d'y aller. Mais je vais inviter mes pairs, je vais inviter la population béninoise. Nous n'avons pas une autre république, nous n'avons pas un autre président. Et ce président-là ne peut pas vouloir le mal de ce pays au risque de retourner tout le monde contre lui. Moi, je pense que notre président de la République s'est engagé dans des réformes qui vont nous porter le Bénin vers un lendemain meilleur. Nous avons intérêt à plutôt, quelles que soient nos sensibilités, nos appréhensions de l'heure, nous devons plutôt faire le pas vers le gouvernement pour faire passer nos idées, les meilleures, pour affiner ce que le président de la République fait. Moi, je pense que c'est une gouvernance intelligente, très éclairée et surtout très courageuse. Au président de la République, je lui dis, courage, foncez, nous vous soutenons. Bientôt le démarrage de la réalisation des adductions d'eau villageoises dans le département du Zou. Les communes d'Agbanizou et de Djidja ont procédé à l'identification et à la remise des différents sites qui vont abriter les ouvrages d'approvisionnement en eau potable. Voici le compte-rendu du périple avec Sylvia Savi et Olviga Messon. Nous sommes ici à Agbanizou, précisément à Ragbladou, dans l'arrondissement de Kpota. Un château d'eau d'une capacité de 45 mètres cubes va être érigé pour desservir les localités voisines. Pour la première autorité communale, accéder à l'eau potable va véritablement changer le quotidien des populations. On est là pour le développement de la commune. Je crois qu'il n'y a pas de développement sans les hommes. Et je crois que l'eau étant la vie, je crois que le chef d'État l'a bien compris. Et très tôt, il a pris le taureau par les cornes. Vu les caractéristiques même de l'ouvrage qu'on veut faire là. Donc c'est quelque chose qui va nous amener très loin. Et bientôt, on ne pourra plus de pénurie d'eau. Nous allons jouer notre partition afin que vous n'aurez pas de problème sur le terrain. Toutes les fois que vous aurez besoin de nous, il faut nous faire appel et on est à vos côtés. Ici à Ragbladou, on sauve de l'eau il y a longtemps. Mais aujourd'hui, quand on m'appelle et on me dit que aujourd'hui c'est réalisé, on va faire le lancement, ça me fait plaisir. C'est une fête pour moi. Dans la commune de Djidja, l'arrondissement de Dan va aussi bénéficier du projet d'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau potable à travers les villages d'Agbo-Outogon et Dridji. L'eau, c'est la vie. Et celui qui a la vie a la santé. Et avec la santé, on peut développer ce pays. Donc je remercie sincèrement le président. Nous allons
prendre l'engagement de réaliser les travaux selon les règles de l'art et dans les délais prévus qui sont de 8 mois. Une fois le plan de réalisation des ouvrages remis, chaque commune est appelée à accompagner les entreprises afin que les travaux se déroulent convenablement, car les populations ont soif d'eau potable. À l'occasion de la commémoration de la 26e Journée internationale des personnes handicapées, l'archevêque de Cotonou, Monseigneur Roger Humbedji, a délivré un message en forme de plaidoyer pour l'assistance aux personnes en situation de handicap et pour le respect de leur dignité. Il a profité de l'occasion pour lever un coin de voile sur la caravane organisée par l'Église catholique à cette occasion. Monseigneur Roger Humbedji au micro de Ghislain Poguet et de Louis Koudoua. J'appelle les plus hautes autorités de notre pays à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que dans tous les espaces sociaux soient aménagés des accès aux personnes handicapées afin qu'elles puissent circuler librement en toute autonomie et en sécurité. L'Église catholique au Bénin est déterminée à poursuivre ses œuvres caritatives aux côtés de toutes les personnes handicapées. La célébration de la 26e édition de la Journée internationale des personnes handicapées nous donne l'occasion de manifester publiquement notre engagement à défendre la dignité de tous nos frères et sœurs vivant avec au moins un handicap. C'est aussi l'occasion de vulgariser la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection des droits des personnes handicapées en République du Bénin grâce au festival des 100 voix que le plan stratégique de l'archidiocèse de Cotonou parraine en collaboration avec les autorités publiques, les différents acteurs impliqués dans l'accomplissement des personnes handicapées et grâce au leadership des sœurs au CPSP. Ce festival commencera par une caravane qui s'ébranlera de la paroisse Saint-Michel de Cotonou le samedi 17 novembre 2018 et s'achèvera au pied de Marie à la grotte de Dassazoumen le 3 décembre 2018. Le préfet du Koufo a tenu sa tournée statutaire du 13 au 15 novembre, comme chaque année. Christophe Megbedi et les directeurs départementaux sont allés s'imprégner des difficultés de leurs compatriotes. Silver Savi, Olviga Messon. Pendant 3 jours, le préfet du Koufo a parcouru les 6 communes de son département. À chaque étape, conseillers communaux et citoyens présentent leurs doléances. Ils souhaitent entre autres la réalisation de la boucle du Koufo, le renforcement du personnel enseignant et sanitaire. Au regard de ce tableau sombre, je voudrais très humblement, Excellence Monsieur le Préfet, solliciter votre appui personnel pour plaider auprès du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. 1. Pour un examen particulier de la situation de l'ALO pour le secrétariat permanent de la CONAFIP. 2. Pour la mise à disposition de ressources humaines qualifiées, transfert de ressources et de compétences. De Dogbo, en passant par Djakotome, Toviklin, Aplahwe, Kluekame et Lalo, les populations ont exprimé à l'autorité leur joie de voir déjà le lancement ou la réalisation de certaines infrastructures, à savoir l'aménagement des voies, des projets d'adduction d'eau villageoise, la construction de centres de santé sur le territoire. Vous savez très bien que le gouvernement a déjà lancé ou que les gens s'installent déjà sur le terrain. Ainsi, ce n'est pas fait officiellement. On a déjà commencé par s'installer pour le bitumage de la voie Lokosa, Ouedeme, Devi, Sokoupe, Argentime, jusqu'à Aplahwe. Et tout cela, c'est parce que nous parlons de la boucle du Koufo, qui ne fait qu'environ 400 km.
Oui, 45 km seulement, pour que le Koufo soit entièrement désenclavé. Occasion pour l'autorité d'inviter les conseillers communaux et locaux à taire les querelles intestines afin de mieux travailler au développement de leurs localités respectives. Un soutien financier de taille à la délégation béninoise qui est revenue du Caire en Égypte avec le titre de champion d'Afrique 2018 du roller de vitesse. Le geste vient de la société Haute Technologie Environnement, sponsor de la Fédération béninoise de cette discipline. La cérémonie de remise de chèques précédée de présentation de médailles aux sponsors s'est tenue cette semaine à Cotonou. Patrick Ayadji, Amitié Sagwidi. Entre moments gastronomiques et fraîcheur des piscines d'un hôtel de Cotonou, les écureuils patineurs savouent le geste de reconnaissance de leurs sponsors. Une semaine après leur deuxième sacre continental au roller de vitesse, ETSA FIFA de Sainte-Luce gratifie les champions d'Afrique d'un chèque de 5 millions de francs. On ne peut que remercier le directeur général de Haute Technologie et Environnement ETE pour ce geste. Et nous les promotons que l'année prochaine, nous ferons tout possible pour conserver encore notre titre de champion. Cette année, ils ont cru en nous. Ils ont demandé qu'on aille à un partenariat formel, donc un partenariat formel qui a été signé. Petit à petit, ils ont commencé par avoir la confiance. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, pour le départ de la délégation, ils ont pris le devant pour nous faire les nouveaux maillots que les enfants ont portés. Les fruits ont immensément tenu la promesse des fleurs. Au-delà de notre entreprise citoyenne aux technologies environnement, le Bénin tout entier qui vous honore pour cette victoire qui est tellement bien méritée. Pendant toutes ces années qui vous ont permis d'aboutir à ces résultats, nous avons essayé tant bien que mal au quotidien de vous accompagner. Nous ne pouvons donc qu'être fiers et vous réitérons notre engagement à être à vos côtés pour des victoires encore plus grandes et plus belles. La Fédération béninoise de roller sport, outre ses performances sportives, fait école dans la bonne gestion administrative et financière. Un climat de confiance, condition sine qua non pour attirer les partenaires vers le sport. Cinq jours de célébration des us et coutumes Setor du Bénin, la première édition de Setonou Koukanhwe du pays et de la diaspora a pris ses quartiers à Djara, dans Lomé, une caravane annonciatrice de cette célébration, de retrouvailles des Setonou du Bénin, a sillonné Porto Novo et le centre-ville d'Adjara. Guillaume Avienou, Bressoumba. Ambiance des grands jours dans les rues d'Adjara et de Porto Novo ce mercredi. Une ferveur populaire qui lance la première édition des Setonou Koukanhwe. Partie de la gare routière d'Adjara, la caravane traverse les tronçons Agata, Dodji, Dangbe-Klounon, Kachi, en passant par Malawi. 4 heures d'horloge ont permis aux festivaliers de faire le tour des grandes artères de la ville de Porto Novo et de rejoindre le centre universitaire d'Adjara. Le site choisi pour abriter cette fête des retrouvailles des filles et fils Setor du Bénin et de la diaspora. Pendant 5 jours, les Setonou vont se ressourcer à travers un programme concocté par le comité d'organisation. Déjà vendredi, on va reprendre avec une conférence débat. On va animer une conférence débat sur les Setor. Alors samedi, ça va être l'animation culturelle. C'est-à-dire tout ce qu'on a comme rythme, comme chant, comme danse, et puiser de la tradition Setor. Le dimanche, ça va être le clou de la fête. Nous aurons une messe de l'église catholique qui sera dite. Ensuite, il y aura on va présenter l'association et il y aura un pique-nique qu'on va organiser, on va manger, on va danser. Cette première édition de Setonou Koukanhwe a pour objectif d'unir les filles et fils Setor du Bénin et de la diaspora, mais surtout de mettre en valeur les us et coutumes de la communauté Setor. Venue de Hevier dans la commune de Calavi, on retrouve la communauté Setor essentiellement à Porto Novo, à Adjara, à Avrancourt et à Misrité dans le département de Louémé. Eh bien, ce journal se referme. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.